Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui on va parler swimrun, ce sport qui combine course à pied et nage, le plus souvent en pleine nature. Et pour ça on a invité Fergus Leleu, à 41 ans. Fergus c'est un entrepreneur dans le jeu vidéo, mais aussi un passionné de sport qui s'est lancé un sacré défi, se qualifier pour les championnats du monde ETILE, l'épreuve ultime du swimrun. Et avec Fergus, on va passer en revue tout son parcours, comment il a appris à nager il y a quelques mois, ses premiers pas dans le sport, les défis qu'il a dû relever. Je vous spoil un peu, mais on va parler de mal de mer ou de gestion d'un programme d'entraînement avec une vie de famille. Et puis on va aussi parler de sujets concrets, par où on démarre en swimrun lorsqu'on n'en a jamais fait, comment est-ce qu'on peut structurer son entraînement, parce que c'est encore un peu différent de ce qu'on fait en triathlon, et surtout comment est-ce que lui peut concilier une ambition sportive avec les contraintes du quotidien. Alors si vous n'avez jamais fait de swimrun, je pense qu'on va vous donner les clés pour bien démarrer, et si vous êtes un peu plus expérimenté, cet épisode devrait vous donner une bonne dose de motivation pour retourner à l'entraînement, même en plein hiver. Et en parlant d'entraînement en plein hiver, je voulais vous remercier pour les retours chaleureux qu'on a eu sur l'épisode de la semaine dernière, où avec Hermano, on vous présentait notre méthode de A à Z pour planifier 2025. Si vous ne l'avez pas encore écouté, l'épisode est bien sûr dispo juste en dessous de celui-ci. Et juste avant de démarrer cet épisode, j'ai deux autres ressources à vous proposer. La première, c'est une étude qui mesure l'influence du sexe de l'athlète et de la distance de course sur les vitesses de déplacement. C'est hyper intéressant, ça nous permet d'avoir un vrai regard objectif et chiffré sur l'impact de ces deux facteurs sur la performance à haut niveau. La deuxième ressource, c'est un article sur la prépa mentale et les secrets de la motivation pour rester engagé, motivé, même en hiver, alors qu'on est fin novembre et que la météo commence à se dégrader. Comment est-ce qu'on fait pour rester motivé avec quelques astuces pour bien passer l'hiver? Les deux ressources sont disponibles en description de cet épisode et sur le blog d'opentree.fr. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute de cet échange entre Hermano et Fergus. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Opentree. Aujourd'hui, on va parler avec mon invité d'un sport dont la Fédération française de triathlon est délégataire. C'est le seul pays au monde, pour autant que je sache, dont une fédération nationale est délégataire de ce sport. Donc on va parler presque un peu de triathlon, mais pas que. Vous le savez, depuis quelques temps, je m'intéresse au swimrun et je vous ai dégoté un invité bien sympa. On va aussi pouvoir répondre à certaines demandes de notre audience qui nous dit qu'ils veulent entendre des amateurs. Je vous ai préparé une interview avec un amateur au sens noble du terme, quelqu'un qui, on vient justement d'en parler en off, se dit que si lui, il peut le faire, tout le monde peut le faire, ou du moins une bonne frange de la population. Eh bien, je suis très heureux de tendre le micro à Fergus Leleu. Salut Fergus. Salut Hermano, merci beaucoup pour ton invitation et cette présentation qui est très sympa, qui met à l'honneur les sportifs, on te disait tout à l'heure, presque du dimanche, en tout cas le monsieur tout le monde, madame tout le monde dans le sport. Écoute, j'ai fait une longue présentation, je trouve, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je te propose de te laisser parler. Dis-nous tout, qui est Fergus Leleu? C'est marrant quand on a ce genre d'interview de podcast, on a toujours un prisme. Alors si c'est dans la tech, on présente son parcours professionnel, là c'est sportif, mais je vais essayer de faire un mix d'un peu de tout. Je suis avant tout un père de famille. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Avec mes deux fils, on fait pas mal d'activités et ma femme. Mais surtout, après ça, boulot et sport. Chacun le met dans l'ordre qu'il veut. En tout cas, pour moi, c'est le triptyque idéal. Donc, à la fois père, entrepreneur et sportif. Et c'est vrai que le sport a toujours été une place importante dans ma vie, puisque mon père était prof de tennis. Donc, je ne suis pas devenu un grand tennisman. C'était pas ma passion, les sports individuels. Beaucoup de foot, beaucoup de choses comme ça. Mais je suis revenu sur un sport dans lequel tu es un peu tout seul avec la nature ou à compter les carreaux sur le swimrun depuis quelques mois. Ouais, d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle. C'est quoi cette nouvelle manie du swimrun en solo? Mince, le swimrun, ça se fait en duo normalement, ou alors c'est parce que t'es plusieurs dans ta tête? Non, réponse A. C'est sûr que le swimrun se fait en duo, mais pour le premier swimrun que j'ai fait, les World Series ETILE il y a 3 semaines, je voulais connaître mon niveau. À Cannes. Et une fois connaître mon niveau connu, pouvoir trouver un ou une partenaire du même niveau et qu'on puisse progresser ensemble. Donc c'était pour, effectivement, le duo, c'est ce qu'il y a de plus cool dans ce sport, et on pourra parler d'anecdotes, mais j'aurais bien aimé avoir quelqu'un avec moi pour cette première course, ça aurait été
plus sympa, notamment pour faire les blagues et partager les moments un peu plus durs qu'on peut connaître dans une course. Ouais, alors surtout que toi, tu commences avec une des épreuves des World Series à Cannes, hein, sur une distance qui est pas négligeable. C'est un peu comme si tu commençais le tennis en allant direct à Roland-Garros, quoi. C'est vrai. Ensuite, à Roland-Garros, tu t'es en 1 contre 1 ou 2 contre 2 face à des gens qui peuvent être beaucoup plus forts, c'est sûr. Mais là, t'es un peu face à toi-même, face à la distance surtout. Et c'est sûr que sur cette course, ça a été encore plus long pour des raisons qu'on pourra aborder, notamment le mal de mer. Et donc, au lieu de faire 42 bornes, j'en ai fait 48. Je me suis rajouté un petit peu et je pense que c'était beaucoup en zigzagant en mer avec le courant et ce fameux mal de mer. Attends, t'as nagé 48 bornes? La question la question rhétorique. Non, au total, il y a eu 48 km d'effort et le split sera à peu près, à mon avis, de 36 de course à pied et 12 de nage en mer. C'était c'est une bonne première. Pour une première, sachant que j'ai appris à nager le crawl il y a 4 mois et demi. C'était un bon lancement, c'est sûr. Mais je l'ai terminé dans les temps. Alors, c'est pour ça qu'en intro, tu vois, j'aimais dire un amateur au sens noble du terme, mais qui est pas tout à fait à classifier dans les amateurs. Tu vois, c'est un peu comme Jaja, donc Jalabert, qui se met au triathlon il y a quelques années et qui fait son premier tri alors qu'il a appris à nager 3 mois avant et qui fait la gueule parce que comme il est sorti dernier de l'eau, il fait que le deuxième temps vélo parce qu'il a pas réussi à remonter tout le monde. Donc franchement, Fergus, t'es pas un sportif du dimanche comme tout le monde, quoi. Non, c'est chacun. On est toujours le super. Toujours le compte quelqu'un d'autre, non, c'est pas ce que tu voulais dire. Ouais, c'est la même idée, mais dans les performances, il y a toujours des gens plus forts que soi et il y a des gens plus forts que d'autres personnes, et ça qui est sympa. Et c'est vrai qu'on entend souvent dans les podcasts des gens des sportifs ou sportives extrêmement forts ou fortes, ou alors qui ont progressé extrêmement vite, et qui se comparent souvent aux autres. Tiens, je vais battre telle personne, je vais progresser. C'est la compétition qui les importe, mais plus dans le défi face à l'autre. Moi, ce qui m'importe, c'est plutôt de faire toujours mieux, mais par rapport à moi-même, et donc de progresser. Et c'est vrai que le but n'est pas d'être le meilleur. En tout cas, à mon âge, j'ai 41 ans, je serai jamais en solo ou en binôme, je serai jamais sur le podium global, par âge peut-être, mais pas au global. Mais en revanche, de toujours progresser, ça c'est un vrai moteur pour moi. Alors c'est marrant parce que on va dévoiler un petit peu. Ton objectif, c'est quand même d'aller titiller les championnats du monde au tilo de la distance, enfin de la discipline en swimrun. Alors pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez réécouter les anciens épisodes de Devenir triathlète. On en a parlé d'Otilo, mais on va encore en parler aujourd'hui. Mais du coup, j'entends à la fois que ce qui t'intéresse, c'est la performance face à toi-même, de toujours progresser, un peu de combattre contre toi-même. Le swimrun, c'est un sport de binôme. T'as dit que tu voulais déjà faire un premier test, voir où est-ce que tu en étais, apprendre à progresser avant de trouver un ou une binôme. Ça aussi, c'est un sujet qu'on pourra aborder. Mais malgré tout, tu voudrais aller à Otilo, qui est l'Hawaï du swimrun. Donc, c'est une compétition au sens propre du terme. Donc, qu'est-ce que tu vas aller chercher à Otilo? Parce que, qu'est-ce que tu vas chercher à Otilo? La distance, la compétition, le froid, les conditions? Parce que versus Cannes, tu nages un peu moins, tu cours un peu plus, mais qu'est-ce que tu vas aller chercher à Otilo? Puis après, on reviendra quand même sur ta présentation, parce qu'on est rentré direct dans le vif du sujet. Yes, c'est mythique. En fait, je trouve ça complètement incroyable, cette course. J'en ai entendu parler il y a une quinzaine d'années, comme beaucoup d'entre nous, sur le reportage Intérieur Sport de France 2, qui présentait cette course. Canal. Peut-être Canal, ouais. Bon, en tout cas, à l'époque, je regardais cette émission avec mon père, et on avait trouvé ça complètement dingue, mais c'était pour moi complètement inaccessible. C'est comme si quand tu vois Neil Armstrong poser le pied sur la Lune, tu te dis putain, c'est incroyable. Tu peux pas te dire qu'un jour tu peux le faire. Et en fait, avec les années, en commençant à courir, à switcher des sports collectifs, foot, des sports de combat, vers des sports qui t'abîment moins, et donc les sports de ligne, j'ai fait mon premier marathon l'an dernier, et je me suis rappelé après ce premier marathon de Paris, je me suis dit tiens, mais ça m'ennuie de progresser uniquement dans la course à pied, de refaire 5 fois par semaine que de la course. J'aimerais mettre un sport en plus, natation, combo, l'étoile est revenue, je me suis rappelé que de l'Otilo. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder, j'ai commencé à creuser et vu qu'effectivement, tu pouvais faire l'Otilo, mais pas forcément les championnats du monde. Maintenant, il faut se qualifier, il y a beaucoup trop de participants. Et donc, il faut gagner des points en World Series. Et donc, c'est ça, moi, j'aime bien avoir des objectifs plutôt à moyen terme et de me dire, ok, mon golden goal pour les prochaines années, sur la partie sportive, ça va être de progresser et de gagner assez de points sur une année pour pouvoir me qualifier à l'Otilo, qui est course mythique. Et vraiment, pour moi, c'est dingue, c'est presque, ça aurait pu être un rêve d'enfant si j'avais entendu parler de ça plus tôt, et donc c'est un rêve d'adulte, et donc je me donne tous les moyens pour pouvoir y arriver. Bon, on a presque le même âge, à 3 ans près. On peut presque dire que c'est un rêve de gosse, parce que finalement, à notre âge, quand on regarde 15 ans en arrière, on était des gamins, non? C'est ça, c'est à peu près ça.
C'est à peu près ça. Dire que maintenant j'interviewe des sportifs de haut niveau qui ont l'âge de mon fils, c'est là que tu prends une claque en fait. C'est ça. Il y a le parallèle qu'on avait vu dans d'autres sports, mais de se dire que pour nous, Zinedine Zidane, c'était quand on était petit et que nos parents nous parlaient de Maradona ou de Pelé, tu vois. Donc oui, on est fait partie des anciens maintenant et plus des jeunes. Ouais, après, à la différence que Zinedine Zidane, quand on parle maintenant, moi j'ai un gamin, mon troisième, il a 15 ans, pour lui ça reste une légende, quoi. Moi tu me parlais, mais une légende vivante. Moi tu me parlais, alors déjà j'ai jamais été trop foot, mais tu me parlais de Maradona, de Pelé ou autre. À 15 ans, voilà, je savais pas trop qui c'était. Je pense que certaines légendes s'installent, même si on est des vieux croutons à 40 ans passés. Écoute, tout ça, ça m'amène justement sur toi, sur ta présentation. Revenons un peu en arrière. Tu nous as dit que tu as toujours eu un certain attrait pour le sport, déjà parce que ton père était tennisman, mais comment t'en es venu justement à tout ça? T'as 41 ans, t'as fait ton premier marathon à 40 ans, t'aurais pu attendre 42, hein, tu sais, 42, 42%. Bon, bref, c'est la blague que font beaucoup de marathoniens quarantenaires. Mais comment t'en es venu à 40 ans à faire un marathon? Qu'est-ce qui s'est passé entre tes 2, 3, 4, 5 ans et 40 ans, ton premier marathon? Ben, j'ai toujours fait, comme je te dis, énormément de sports, surtout des sports co, donc pas trop de tennis. C'était vraiment le foot, ma grande passion, et les sports de combat. Ah non, non, ça c'est pas possible. On arrête. On parle pas foot dans devenir triathlète. Non, c'est interdit. Ça. C'est une petite blague, c'est un private joke. Mènent au sport et tous les sports mènent à d'autres compétitions. Et donc foot et sport de combat, du judo, de la boxe thaï, de la capoeira. Et finalement, avec les années, il y a certains sports qui t'abîment beaucoup. Et paradoxalement, pas tant les sports de combat, mais surtout les sports comme le foot, où t'es beaucoup sur les appuis, te ruinent les genoux. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait arrêter. C'est aussi le moment où mes enfants étaient jeunes, tu vois, jusqu'à 3 ans. Je considère que les enfants sont trop fatigants pour pouvoir faire d'autres choses. Moi, j'arrivais pas à faire autre chose que bosser et m'occuper d'eux avec ma femme. Et donc, il y a eu un gros break sans sport. Et en janvier 2023, donc il y a presque 2 ans, 2 de mes frères me disent tiens, bah allez les gars, on se remet au sport et on se met un petit challenge. Toutes les semaines on doit faire tant de minutes de course à pied, de gainage, de pompe, de ce que tu veux. Et pendant 6 mois on se fait ça et chaque semaine ça monte un peu plus. À la fin de chaque semaine on regarde le compteur. Ceux qui n'ont pas atteint les objectifs doivent une pinte aux autres. Donc en plus, si tu réussis pas, tu te mets une charge en plus pour te rendre la tâche plus difficile la semaine d'après. Ça sent le beer mile, ça sent le beer mile. C'était un peu ça. Donc finalement, on s'est jamais payé toutes les pintes qu'on se serait dû, mais ça m'a remis au sport, donc il y a 2 ans. Et en fait, ouais, la course à pied était un beaucoup plus gros kiff que les tractions ou ce genre de choses de musculation. Et donc en fait, je me suis dit tiens, mais au bout de 4 mois d'entraînement, je me dis putain, mais je peux le faire. Je sens que je peux le faire. Il me faut me faire mon premier marathon là prochainement. Le prochain, c'est quand? C'est dans 1 an. C'est Paris 2024 à l'été. En avril. Et donc go. Je m'entraîne, donc je commence à m'entraîner, je fais un premier semi, et finalement je fais ce marathon et j'y prends beaucoup de plaisir. Et c'est comme ça que le sport est revenu dans ma vie de manière intense. Donc j'avais 4 entraînements par semaine. Et puis voilà, ensuite, suite au marathon, ce que je te disais, envie d'ajouter un sport de plus, donc la natation. Et puis j'écoutais un podcast d'un de mes investisseurs, Jean de la Roche-Brochard, chez Kima, qui parlait de son entraîneur que tu as reçu aussi. Dis-moi que tu l'as écouté sur Dans les vestiaires chez moi, Jean, ou tu l'as entendu dans un autre podcast? Alors Jean, je l'avais entendu il poste tout le temps, il est dans plusieurs podcasts, mais en tout cas le binôme Christophe et Jean, je crois que c'est chez toi que j'ai entendu. Ouais, c'est chez moi, ouais. Et ben, voilà. Ils sont venus il y a quelques temps. Et donc je rencontre Christophe et j'entends parler de lui, je le contacte, il y a un super fit entre nous et donc je me dis tiens, c'est super, c'est vraiment avec lui que j'ai envie de passer les prochaines années d'entraînement pour atteindre mon objectif qui est d'aller gagner mon ticket pour le championnat du monde d'Otilo en Suède. Quand tu disais Paris 2024, t'as pas fait le marathon des JO, t'as fait le marathon de Paris en avril 2024, c'est ça? Ouais, je me suis planté effectivement, c'était avril 2024 le marathon de Paris. Ouais, donc ça veut dire que finalement ta prépa entre ton premier marathon et les Otilo World Series qui étaient en octobre à Cannes, ça a été flash, quoi. Ouais, ça a été. J'ai commencé la natation, j'ai pris 3 semaines de pause après le marathon. J'ai appelé Christophe au mois de mai, on a commencé à s'entraîner, donc c'est ça, mi-mai jusqu'à mi-octobre, c'était parti. Waouh, écoute, félicitations. Comme je te dis, t'es pas tout à fait dans la case de ces amateurs. En tout cas, ceux qui nous contactent et nous disent qu'ils veulent entendre d'autres amateurs. Pour moi, t'es un extraterrien. Hein.
c'est sûr que j'ai un bon fond sportif. J'ai toujours fait beaucoup de sport, donc en dépit d'un break de 3 ans avec mes enfants jeunes, ça a toujours été une partie de mon quotidien par plaisir. Certains courent pour se vider la tête, d'autres pour battre les autres. On a tous une bonne raison ou de mauvaise raison de faire du sport. En tout cas, moi, ça a toujours été un plaisir et fait partie de mon quotidien. Donc oui, j'avais une bonne base. J'ai fait un bon marathon, ça me motivait pour faire plus. Mais c'est surtout l'envie j'ai une autre motivation en fait, pour être très honnête. J'ai une sœur qui a une sclérose en plaques et donc elle a un gros handicap. Elle peut pas trop elle est très fatigable et ça lui est arrivé tard. Tu vois, elle a eu cette maladie qui s'est déclenchée il y a un peu plus de 8 ans. Et en fait, quand je le fais un peu pour elle aussi, tu vois, de me dire, quand t'as la chance de tout avoir pour toi, t'es en bonne santé, t'es pas con, t'as tes 2 bras, tes 2 jambes, ça serait un scandale de rester devant la télé à manger des chips. Et donc ça, c'est une grosse motivation aussi, de me dire, ok, quand t'as la chance d'avoir ce que tu as, profites-en, et parce que la vie passe vite et j'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc quand quelque chose me motive, que ce soit le boulot, des activités ou le sport, je le fais à fond. Écoute, tu devrais écouter un autre épisode que j'ai publié l'année dernière au moment du podcaston, Géraud Payot de Montabert, qui lui aussi a découvert sa sclérose en plaques vers 40 et quelques années, et qui fait pas mal de choses autour de ça, et aussi pour prouver que on peut faire du sport même avec une sclérose en plaques. Je t'enverrai le lien, et puis tous les auditrices, tous les auditeurs qui veulent écouter ça, je vous invite vraiment à aller écouter. Écoute, intéressant. C'est marrant parce que tu disais que tu avais l'impression de t'être un peu abîmé, notamment avec les sports co, notamment avec le foot où ça tape pas mal, etc. Pourtant, c'est aussi une des objections qu'on fait notamment à la course à pied, c'est que ça tape aussi pas mal, ça abîme soi-disant les genoux. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus ? Quelle différence tu trouves ? Parce que dans le foot, en fait, c'est le contact, c'est ça ? Non, le contact, non. Tu sais, j'ai fait beaucoup de judo. J'ai commencé par le judo en CP. Donc, tu vois, le fait d'apprendre à tomber, c'est une des premières choses qu'on t'apprend et pas de faire mal. Donc, c'est pas tant les contacts dans le foot. Le problème, c'est les appuis. Quand tu joues en 11 sur un grand terrain ou demi-terrain à 7 ou en 5-5, où là, c'est que les appuis. Donc, c'est les chevilles et les genoux. Surtout les genoux qui s'abîment le plus chez la plupart des joueurs. Et c'est vrai que dans la culture foot, quand t'es un amateur, il n'y a pas de culture du renforcement, de la prévention des risques, en fait. Tu fais pas de renfort, jamais. Alors que quand tu te mets à courir, tu t'intéresses un tant soit peu au sujet, et tu vois qu'il faut faire de la PPG, du renforcement musculaire régulier pour les genoux, pour les chevilles, et donc non, donc le foot c'est vraiment les genoux qui ont trinqué, alors qu'à l'inverse, avec la course à pied, il y a à la fois ce partage de la connaissance qui est beaucoup plus important, mais sur la technique. Donc t'as tous les grands sujets avant de passer aux gains marginaux, mais typiquement je m'abîme pas du tout avec la course à pied, ou alors quand ça arrive d'avoir certaines douleurs, tu peux très vite trouver comment le régler, notamment avec des étirements, avec du renforcement musculaire, et donc de faire passer ces petits bobos. Mais j'ai pas l'impression, ça fait que 2 ans que je cours, mais avant je le faisais pour le foot, maintenant c'est pour la course, mais j'ai pas l'impression que ça abîme plus que ça si tu le fais bien. Et c'est un peu comme toute discipline. Si tu forces comme un malade au javelot ou au tennis, tu vas forcément t'abîmer l'épaule. Si tu le fais avec plus de souplesse, t'as peut-être moins de chances de t'abîmer. Et la course à pied, je pense que c'est pareil, et comme la natation. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que mine de rien, c'est un sujet qu'on aborde aussi souvent avec la communauté du Let's Trail podcast. Allez, j'en remets une couche pour Nico. C'est cette fameuse phrase du renfort, il en faut, mais il y a tellement peu de gens qui s'en rendent compte. Je pense qu'on est tous passés, et malheureusement il y en a beaucoup de trop qui y restent sur il faut courir, je cours. Pourquoi est-ce que je remplacerais une séance de course à pied par une séance de renfort ? En fait, c'est nécessaire, ça fait partie de l'entraînement. Au-delà de parler de tous les gains marginaux, c'est nécessaire. Ça évite les blessures, ça permet de renforcer le corps, etc. Enfin, c'est exactement ce que tu viens d'exposer, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu vois, ce que me disait Christophe, qui est très juste, donc mon entraîneur, ça sert à rien d'essayer de progresser trop vite, parce que t'as beaucoup plus de chances de te casser, de t'abîmer. Si tu t'abîmes, et pendant 2-3 mois, ou t'as un temps de repos imposé, qui va te faire perdre tous les acquis que tu as eu. Alors que si tu fais une progression qui peut être, alors pas lente, mais moins explosive, tu vas gagner du temps au final, parce que tu vas pas t'abîmer, donc tu n'auras pas de temps de repos forcé de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Et c'est un peu là vraiment effectivement, je te rejoins sur le fait que la PPG, le renforcement musculaire sont indispensables à la fois pour progresser, mais avant tout, à mon sens, pour ne pas se blesser. Et c'est ça la chose la plus importante. Ouais, et puis c'est aussi un moyen, comme tu l'as dit, de faire récupérer son corps. On peut se mettre 3, 4, 5, 6, 7, 10 séances par semaine, parce qu'il y en a qui font du bi ou du tri quotidien, mais à un moment, il faut quand même récupérer. Tiens, on reparle de l'épisode qu'on a publié il y a peu de temps sur la pause. Est-ce qu'on l'a
fait, on l'a fait pas, on l'a fait active, passive, on l'a fait dans l'année, on l'a fait au fur et à mesure. Enfin bref, voilà, petit sujet. C'est un gros sujet de la pause, mais ça pour le coup, c'est vrai que moi je prends 2 jours de récup. D'ailleurs, t'as combien de temps de récup toi? Combien d'entraînements par semaine et combien de jours de récup? Écoute, ça dépend. Là, ça fait 18 mois que je suis en pause, donc c'est pas un sujet. Mais pendant la préparation de mon défi, par exemple, la vraie grosse préparation qui a duré 9 mois, au début, je faisais 3 entraînements par semaine, vraiment au tout début. Et puis après, on est monté à 6 entraînements par semaine avec systématiquement un jour de repos. Et pour revenir sur un échange qu'on avait en off, un vrai jour de repos, c'est pas un jour où quand tu fais pas de sport, t'en profites pour mettre les bouchées doubles sur le boulot ou sur d'autres choses. Non, c'est un jour où tu coupes complètement parce qu'il y a aussi la coupure mentale à voir. Bref, c'est un long sujet. Donc moi j'étais plus sur 7 entraînements mais avec 6 jours sur 6 jours, donc il y avait un bi-quotidien et puis après on n'a pas vraiment fait de coupure pendant ces 9 mois mais j'ai eu un petit rhume une fois qui m'a obligé à couper pendant une semaine. Mais voilà, après ça, je pense que ça dépend des objectifs, ça dépend aussi du sport qu'on pratique et puis ça dépend des capacités qu'on peut avoir. Enfin, quand tu fais du judo, à moins d'être à un certain niveau, c'est difficile de s'entraîner 7 jours par semaine ou 6 jours ou 5 jours. En général, tu es tributaire de ton club ou des clubs dont tu fais partie. Là où sur du sport individuel, comme la course à pied, comme la natation, voire même comme le foot aussi, où tu peux aller taper la balle tout seul, c'est différent. C'est une question d'infrastructure aussi. C'est sûr. Et puis d'objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu cours 5 km par jour, ou tous les 2 jours, 2 fois par semaine pour t'entretenir ou parce que tu as envie de passer du temps en extérieur, ou est-ce que tu veux progresser avec un objectif en tête sur les prochaines courses? Et dans ce cas, oui, tu t'entraînes plus, mais tu dois adapter ton repos. Et c'est vrai que pour moi, c'est hyper important dans tout ce que je peux entreprendre, boulot ou sport, mais de comprendre les choses. Une fois que tu comprends, que tu as pris le temps d'analyser ce qui a marché, ce qui a pas marché chez les autres personnes, de voir quelles sont les grandes tendances. Alors ça veut pas dire que c'est des vérités absolues. On sait que la recherche change tous les 6 ans, le paradigme évolue. Mais en tout cas, ouais, d'essayer de comprendre quoi faire pour progresser sans se blesser et continuer toujours de s'améliorer. Tu parles de boulot, ça tombe bien. Y a des parallèles, je pense, à faire aussi là-dessus. Toi, tu es entrepreneur. Tu as toujours été entrepreneur ou tu as été à un moment salarié de l'autre côté de la barrière? Non, j'ai été les 2 côtés de la barrière. C'est ma 2e boîte. J'ai été salarié entre les deux. J'ai toujours évolué entre soit ce qu'on appelle des scale-up, donc des startups qui grossissent très vite, ou des grands groupes. Et typiquement, ma première expérience pro, c'était dans à Camden Town, donc un quartier un peu cool de Londres. Un petit bureau avec 3 personnes, ça devait être 15 mètres carrés, 3 personnes, et c'était Betclic, qui est aujourd'hui une énorme boîte. Petite boîte. Ça m'a donné le goût de l'entrepreneuriat, de me dire c'est possible, tu vois, d'avoir des modèles, tu vois, de se dire ok, dans le boulot, tiens, une toute petite boîte avec 3 personnes dans un petit bureau peut devenir quelque chose d'énorme. Dans le sport, de voir des personnes accomplir des performances hallucinantes. Un Nautilo, c'est 65 km de course à pied, 10 km de nage en Suède avec une eau glacée, et tu dis ok, c'est possible. Et il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes, il y a des vieux. Est-ce que je suis dans les jeunes, dans les vieux? C'était un autre sujet, mais en tout cas, de se dire ok, il y a des... Ça dépend du point de vue, comme toujours. Hein. Ça dépend qui regarde. Sûr, si c'est ton gosse, t'es un vieux. Si c'est Christophe, allez, on pense à toi, Christophe. T'es plus jeune. Bon, Christophe Yamas, pour ceux qui se posent la question, on en parle depuis tout à l'heure. D'ailleurs, comment est-ce que tu prends contact avec lui? Ces gens qui te disent tiens, appelle Christophe. Est-ce que tu fais comme lui une recherche sur le net et puis tu vois qu'il y a un mec qui a l'air sympa et que ça peut marcher? Comment tu le contactes et pourquoi? Alors effectivement, après le marathon d'avril 2024, je me dis tiens, j'ai envie de passer à la nage et donc de passer au swimrun. Je peux pas le faire dans mon coin tout seul, et donc il me faut un entraîneur. Et coup de bol, je vois quelques jours après cette décision, je vois un post de Jean qui fait les mérites de son entraîneur. Je me dis parfait. Jean est à bloc sur le sport, il a énormément progressé au cours des derniers mois, des 12-18 derniers mois. Ça veut dire que c'est du travail sur le long terme, avec pas de blessures mais des résultats. Donc super, je vais prendre contact avec Christophe, je l'appelle, super fit, et on commence à décider de s'entraîner ensemble. Bon, et t'en es là où t'en es quelques mois après,
donc avec un premier test sur l'Otilo à Cannes, et puis avec en ligne de mire les championnats du monde Otilo. C'est pour quand? Est-ce que tu fixes ça pour tes 45 ans? On se fixe tous des milestones à la con sur une date limite. C'est pour quand? C'est vrai. Non, j'ai pas de date. Je sais que c'est par rapport à moi, donc je fais le maximum possible dans ce que je peux donner. Tu vois, aujourd'hui, je suis à 6 entraînements par semaine. C'est des levées à 5h30 plusieurs fois par semaine pour pouvoir pas prendre forcément trop de temps sur ma pause déjeuner, le faire que 2 fois par semaine et le reste très tôt le matin. Donc non, c'est déjà un assez gros challenge de dire je vais mener à bien ce front du sport en parallèle de ma vie de famille, en parallèle de mon boulot. Et donc non, je me donne pas de date. Le but, c'est d'y arriver. Le comment, en quelle année, c'est pas un sujet pour moi. Je ferai le maximum et je peux pas m'imposer de risquer de me blesser ou de me frustrer avec un second objectif qui serait celui de le faire très vite, alors qu'en fait j'ai envie de l'atteindre, cet objectif. C'est déjà quelque chose de pas mal pour un sportif du presque dimanche. Ouais, et puis surtout que alors c'est pas une loterie comme sur le Norseman, en revanche c'est une qualification, et la qualification ça dépend de toi évidemment, mais ça dépend aussi des autres, parce que parfois tu peux être au top de ta forme, avoir fait la meilleure préparation possible, être à ton pic de forme, et puis ce jour-là il y en a un autre qui a un pic juste un petit peu plus élevé que le tien, et puis du coup ça passe pas, quoi. Enfin un ou des autres. Justement, un ou des autres, toi tu veux y aller tout seul à Otilo? Tu veux y aller avec un binôme, avec une binôme, même si on a déjà survolé ce sujet tout à l'heure? Alors déjà, tu ne peux pas aller à l'Otilo tout seul, ou alors c'est en tant que photographe ou reporter ou organisateur. Donc non, l'Otilo, c'est en binôme, contrairement aux World Series où tu peux participer en solo ou en binôme. Donc non, l'objectif, moi sur cette première course, ça avait été à Cannes de voir mon niveau et de pouvoir trouver un ou une partenaire pour pouvoir justement s'entraîner à deux, progresser ensemble et aller décrocher ensemble une qualification pour les championnats du monde. Donc t'es ouvert, homme, femme, pour le binôme, ou statistiquement parlant, tu partirais plutôt sur un profil? Alors, c'est sûr que statistiquement parlant et connaissant le niveau en swimrun, j'aurais plus de chances d'atteindre mon objectif en participant en course avec une femme. Ensuite, c'est vraiment un niveau le sujet est surtout au niveau des performances. Trouver quelqu'un qui est au même niveau que moi, qui va progresser. Mais forcément, vu mon âge, je peux pas oser prétendre à battre des mecs comme Hugo ou la team Kebab qui ont des scores complètement dingues. C'est le genre de personne qui fait déjà le marathon en moins de 2h30. Bon, ça pose le cadre. Donc non, c'est sûr que dans l'idéal, je pense que mes meilleures chances pour accéder au championnat du monde, c'est de faire un binôme mix. Donc ce serait la priorité de la recherche effective. Bon, du coup, on en profite, on sort l'IGFON, et puis un petit appel à toutes les femmes qui veulent se tester au swimrun ou qui sont déjà des swimrunneuses et qui cherchent un binôme masculin pour monter une équipe mixte. Contactez-nous, contactez directement Fergus. On mettra toutes les infos pour contacter Fergus dans les notes de l'émission. J'avais une question sur la préparation, parce que tu nous as dit que tu as commencé à nager le crawl il y a quelques mois, justement après ton marathon de Paris. Christophe, c'est un secret pour personne, il est à Aix-en-Provence. Toi, tu es en région parisienne. Comment tu fais pour apprendre le crawl avec un entraîneur qui est à 1000 km de chez toi? C'est sûr. En fait, avec Christophe, on bosse pas la technique natation. On peut pas, techniquement étant aussi éloigné physiquement. Donc, Christophe me fait les plans d'entraînement sur le type de séance à travailler. Est-ce que c'est VO2? Est-ce que c'est 5000 mètres non-stop? Et en revanche, c'est à moi à bosser la technique. Donc, je demande à des personnes de me filmer en bassin pour voir ce qu'ils pêchent. Je peux les envoyer à Christophe qui commente et qui me donne des axes d'amélioration. Je regarde aussi beaucoup de vidéos sur Instagram ou YouTube pour voir quel est le beau geste, quel est le bon stroke justement, et progresser comme ça. Et en plus de ça, c'est vrai que les premières semaines, j'avais pris en plus de Christophe, j'avais pris un entraîneur en bassin qui me donnait des cours sur la technique. Donc ouais, c'est un vrai investissement personnel et en temps et en entraînement, de dire ok, comment est-ce que je fais pour atteindre mon objectif. C'est de l'investissement en temps, 2, investissement financier aussi. Donc c'est vraiment quelque chose
que j'essaie de mener à bien sur tous les fronts, mais justement avec Christophe en entraîneur, il peut me renseigner sur pas mal d'autres personnes qui peuvent me guider dans cette progression, même si on est à distance. Ouais, tu vois, là-dessus, c'était une question qui n'était pas forcément orientée, mais il y a Pierre Tortereau qui travaille beaucoup sur la natation sensorielle, et lui, il est à Bordeaux, je crois, et même à distance, il arrive à entraîner, à guider des athlètes. Épisode 355 du podcast, si tu veux aller l'écouter, et puis tu veux le contacter de notre part. Quelle mémoire, merci beaucoup, j'irai l'écouter. Bon, je triche un peu, j'ai regardé pendant que tu me parlais. Mais c'est vrai que Pierre, justement, est très fort pour ça parce qu'il arrive à accompagner des athlètes, même des triathlètes qui ne savent pas forcément super bien nager le crawl et qui deviennent d'assez bons nageurs. Alors forcément, quand on apprend à nager un peu tard, c'est difficile de devenir un excellent nageur comme Hugo qui excelle en swimrun, mais Hugo Tormento. Mais en revanche, se sentir bien et sortir sur des temps de 1,15 au 100 mètres, c'est déjà pas mal, quoi. Quand on part de loin. Ça c'est sûr. Tu parles de une 15. Bon, j'en suis encore loin. C'est pas grave. On en reparlera dans quelques mois. Bon, après, une 15 sur 15 bandes de natation, ça se défend quand même. C'est très beau, surtout en mer. Hein. On n'en pousse pas de la même manière en mer, ni dans l'océan, versus la piscine. Hein. Rien à voir. Ouais, mais la densité est moindre, donc tu flottes un peu mieux. Oui, ça compense. Est-ce que ça compense complètement ? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, un point qui a été un peu compliqué, très compliqué, mais en fait sur cet otilo pour moi, c'était le mal de mer. J'allais y venir justement. L'entraînement, mais c'est horrible. C'est horrible d'être malade en mer et de devoir nager en plus et sur des distances aussi longues. C'est terrible. Donc tu vois, ça c'était, je pense que c'était ma plus grande victoire perso, de me dire ok, je suis allé au bout en dépit de ça, parce que quand t'es en mer, t'es malade, c'est horrible, et tu sors de l'eau et t'es rincé, t'es pas bien, et tu continues à courir, tu donnes jusqu'au bout. Donc c'était vraiment quand on parlait tout à l'heure de dire ok, je donne le meilleur de ce que je peux et je progresse toujours plus par rapport à moi. Et si un jour j'arrivais à battre les meilleurs, je m'arrêterai pas là, je continuerai à progresser pour atteindre le maximum de ce que je peux faire. Mais oui, donc là sur cette course, le mal de mer a été dur, et donc justement, j'imagine que d'autres personnes ont ce genre de problème. J'ai trouvé avec Christophe l'hôpital militaire de Brest, qui est un des seuls au monde qui propose des séances. Donc c'est 10 séances, donc 10 fois une journée. Donc faut poser 2 semaines de travail en remote, ou de faire ça pendant les vacances et d'aller bosser à Brest et de faire sa pause déj à l'hôpital militaire. Pour justement, ils ont toute une méthode pour faire passer le mal de mer. Donc c'est normalement pour les marins ou les sportifs. Coup de bol, je cochais une des 2 cases, et donc l'objectif est d'arriver à faire passer ce mal de mer. Et je pense que sur le temps que j'ai fait en natation, il aurait été énormément amélioré si j'avais pas été aussi malade en mer. Ça, c'est intéressant, ce tips que tu donnes. Et ce stage, c'est 10 jours consécutifs, ou c'est 10 jours éclatés sur une période que tu choisis Non, tu peux l'éclater en autant de fois que tu veux, en 10 fois maximum. Et ouais. Donc là, moi, je vais le faire. Je commence les 5 premiers jours au mois de mars. Donc je vais, pendant les vacances des enfants, ma femme qui va garder les enfants à la maison, et je vais me faire une petite semaine à Brest, bosser la journée, et à l'heure du déj, j'irai faire ça. Ça a pas l'air très marrant, hein, quand ils m'ont expliqué la méthode. C'est des séances qui peuvent, une des séances par exemple, c'est de te dire ok, on te met sur un petit tabouret qui tourne, on te fait tourner à fond pendant 20 minutes, et en même temps t'as les yeux ouverts et tu regardes une boule à facettes qui tourne dans le sens inverse. Et c'est ce genre de choses, tu vois, on va te pousser. Ils te conseillent de rester une demi-heure sur place après la demi-heure d'exercice, parce que c'est vraiment très très compliqué. Ils fournissent le sac qui va avec. Non, c'est comme dans Taxi, tu vomis que quand tu descends de la voiture, c'est ça ? C'est possible, je te raconterai en off après ces 2 fois 5 jours. Ouais, ça me rappelle un peu des entraînements d'astronautes. Tout à l'heure, tu disais, c'est pas parce que tu vois Neil Armstrong marcher sur la Lune que tu te dis que tu vas y aller, ou que tu vas pouvoir y aller. Bon, il y en a un, notamment un Français qui l'a fait, mais les entraînements, et puis il a été sur la Lune à 40 ans, quoi. Ouais, enfin, dans l'espace. Dans l'espace, c'est ça ce qui est incroyable dans le sport et dans la nature humaine, tu vois, c'est qu'on a tous quelque chose, une part d'inné. Ok, j'ai un corps qui me permet d'être très bon dans telle ou telle discipline, ou dans la réflexion sur tel ou tel sujet. Mais ensuite, c'est le travail que tu vas mettre derrière, et donc c'est compliqué quand t'as pas envie, quand on te force à faire des choses. Je pense notamment malheureusement à beaucoup de sportifs des années 80 en Russie, où là il fallait le faire pour la gloire de la nation, que tu aimes ou que tu aimes pas ton sport. Mais en dehors de ça, dire ok, je peux
dépasser mes limites et atteindre le maximum de mon potentiel par l'entraînement, par le travail, par cette volonté. Et ça, c'est quand même assez beau de dire qu'on peut le faire à tout âge. Tu vois, j'entendais parler d'un homme de 100 ans qui s'était mis à courir et qui avait battu le record du monde du 100 mètres dans sa catégorie d'âge. Ils n'étaient pas beaucoup à concourir. Mais quand même, il avait progressé, tu vois. Il avait commencé à 99 ans. Pendant un an, il a bossé, puis il a battu le record. Donc c'est sûr que quand tu pars de zéro, tu vas forcément progresser. Mais si tu te donnes un objectif sur le moyen et long terme, tu sais que tu vas jusqu'à un certain âge. On a encore, toi et moi, même si on est plus si jeune que ça, on a encore pas mal de décennies de progression possible. Et c'est ça qui est génial. Et ce qui est beau, c'est que c'est pas que du sport. Enfin, c'est pas que du physique. C'est aussi le mental. Est-ce que j'ai envie de le faire? Bah oui. Est-ce que j'ai pas envie de le faire? Non. Mais il y a certains matins où c'est plus dur de se lever hyper tôt ou d'aller se dire tiens, là, je vais aller nager 5 km et j'ai peu de temps pour le faire, ou je vais me lever à 5 heures pour aller faire 1h30 de course parce que j'ai un train à 9 heures. Bah tu le fais. C'est pas toujours facile, mais si tu gardes en tête ton objectif, c'est quand même assez beau de se dire ok, je l'ai fait. On peut toujours faire des choses qui nous animent, un peu comme la flamme. Ouais, c'est aussi une des raisons qui m'a beaucoup guidé pendant mon entraînement. C'était ce fait de dire il pleut comme vache qui pisse, mais en revanche, quel plaisir quand tu rentres de 2 heures sous la flotte et de te passer la porte et de te dire punaise, je l'ai fait. Ça aussi, c'est un beau driver. Mentalement, en fait, c'est non seulement le fait de se mettre un coup de pied pour y aller. Une fois que tu y es, tu prends du plaisir ou pas, soit, mais surtout une fois que tu rentres, tu vois, anticiper la fin et se dire là, je vais prendre un pied énorme, donc je vais y aller de toute façon. C'est ça, il y a de ça, on a tous nos drivers, tu vois. Toi, c'est peut-être le moment où tu vas prendre ta douche chaude après avoir couru 2h30, 3 heures sous la pluie, ou alors c'est ton objectif. Ok, j'ai un objectif, je sais que c'est celui-là, c'est là où je dois aller, et donc quoi qu'il arrive, je vais faire les efforts qu'il faut, les jours où j'ai envie, les jours où j'ai pas envie aussi. Tu parles justement de cet aspect mental qui te permet d'aller chercher ce qui te manque ou ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif. On a parlé aussi tout à l'heure, tu as lancé le terme de gains marginaux, qui est un terme que j'apprécie beaucoup. Toi, dans cette préparation de néo swimrunner, quels sont les gains marginaux que tu vas chercher? Le mental, le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, la nutrition, c'est un tout, l'hygiène de vie. Qu'est-ce que tu vas chercher comme gains marginaux? Eh bien, étant un sportif du presque dimanche, j'en suis pas encore à devoir progresser grâce aux gains marginaux. J'ai beaucoup de choses à travailler avant ça, donc. Mais oui, globalement, tu parles du sport, de l'entraînement, du repos, de la nutrition. Pour moi, la base, c'est la récup. En fait, tu dois forcément bien manger, bien t'hydrater. Ça, mais c'est pour si tu veux vivre longtemps en bonne santé, donc c'est en dehors du sport. Mais le repos, on néglige souvent beaucoup trop, j'ai l'impression. Le repos, tu ne peux pas t'entraîner fort si tu te reposes pas, si tu laisses pas ton corps récupérer de la bonne manière. D'où le fait d'organiser la semaine, d'avoir bien prévu ton planning, quel jour je m'entraîne, sur quel type d'entraînement et quel jour de repos et quelles séances vont se suivre ou pas, pour être sûr de permettre au corps de se reposer en fonction des types d'efforts. Donc gain marginaux, je suis pas encore, j'essaie toujours sur la course épée peut-être un peu plus, la question posturale, j'ai pas encore besoin de matériel de dingue, tu vois, juste des chaussures dans lesquelles je suis bien et qui me font pas mal au dos ou au genou. Mais ensuite, dans les gains marginaux, ça sera un sujet pour plus tard, quand j'aurai plus d'autres axes d'amélioration possibles autres que cela. C'est déjà pas mal. T'as parlé du mental, tu fais de la prépa mentale? Non, pas encore. C'est vrai qu'on n'a pas parlé avec Christophe, et autant j'en fais un petit peu pour des préparations pour des compétitions sportives comme le judo par exemple, mais pas encore là. Je fais pas mal de yoga et donc d'étirement yoga et de cohérence cardiaque, donc respiration avec un peu de visualisation, mais j'en suis pas encore au niveau où j'ai besoin d'avoir un entraînement en plus mental, comme les très grands champions qui ont besoin de ce petit truc en plus pour passer d'un bas de podium à tenir la coupe de numéro 1. Ouais, tu sais, t'as pas besoin de faire beaucoup de préparation ou un entraînement spécifique pour faire de la prépa mentale. Déjà, ne serait-ce que de faire de la cohérence cardiaque, du relâchement musculaire, de l'étirement, un peu de visualisation, ça fait partie de la prépa mentale. T'es pas obligé de te réserver un créneau d'entraînement spécifique pour ça. Mais bon, tu vois, finalement, je pousse un peu, mais t'es pas si amateur que ça. Hein. Même si tu nous dis les gains marginaux, c'est pareil, j'y travaille pas encore trop. Si, tu parles du mental, le
le sommeil. Et là, un petit coucou à mon ami Bertrand Soulier qui a mis en place cette méthode SAM, sommeil, alimentation, mouvement. On voit bien que le mouvement, il vient après le sommeil et l'alimentation. Donc, c'est même pas un gain marginal, c'est la première chose qui te permet de pouvoir t'entraîner après. C'est un basique, c'est sûr. Tu peux pas, si on fait le parler avec un véhicule, tu peux pas imaginer partir en vacances avec un véhicule sans essence. Mais c'est la même chose. Et l'essence, c'est pour les humains, c'est à la fois l'alimentation et le repos indispensable. Bon, dans les prochaines étapes, tu nous as dit mars, tu vas aller faire ce stage pour essayer de lever ton mal de mer. Comment t'as fait pour faire cette Otilo World Series avec le mal de mer? Parce que finalement, tu l'as découvert quand t'as commencé à nager. Exactement. Oui. Bon, je me suis toujours amusé en mer, mais je n'avais jamais vraiment nagé en mer. Et là, donc pendant l'été, c'était 2024, j'avais pas mal de séances en mer pendant les vacances. C'était sur la côte ouest. Ah oui, c'était pas pendant la course que tu t'en es rendu compte. Vers Royan. Non. Donc vers Royan, je m'entraînais en mer. Et c'est vrai que je sentais, dès qu'il y avait un mini clapot, je sentais que c'était compliqué. J'étais vraiment pas bien. Et là, pendant la course, oui, c'est sûr d'être à quelques centaines de mètres de la côte, ou même en ayant le corps parallèle à la côte canoise, j'étais vraiment pas bien. Et ça, c'est vraiment dur. C'est vraiment très dur d'être malade et d'essayer de performer en même temps. Donc je m'en suis rendu compte cet été, et c'était un des points d'alerte avant la course, mais j'ai testé plusieurs médicaments, rien n'y a fait, et donc j'ai dû me battre contre ce mal-être physique du mal de mer pour pas abandonner et continuer à le faire quoi qu'il arrive. Et grâce justement à c'est pas de la préparation mentale, mais je savais que de toute façon si ça arrivait, il fallait que je garde en tête le fait que mon but c'était de terminer la course et dans les temps, ce que j'ai réussi à faire. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de tenir jusqu'au bout. Ouais, parce qu'en plus, t'aurais pu faire du triathlon où tu nages, puis une fois que t'as fini de nager, tu passes à un autre sport. Là, t'as choisi le swimrun, donc tu nages, enfin tu cours, tu nages, tu cours, tu nages, tu cours, tu nages. Donc à chaque fois, tu remets une couche sur ton mal de mer. C'est ça, t'avais à peu près 10 fois de transition, donc 10 segments mer et 10 segments course à pied. Et effectivement, ça aurait été plus facile en triathlon sur le format par rapport au mal de mer. Mais non, je pense pas commencer le triathlon avant d'être à la retraite, parce que ça prend trop de temps. Le vélo prend beaucoup trop de temps. Si je veux autant progresser sur du triathlon que je le fais sur du swimrun, il faudrait que je double mes heures d'entraînement par semaine. C'est pas possible. J'aime bien faire les choses bien, et pour bien les faire, il faut s'imposer une limite, et ça empiéterait sur ma vie pro et perso. Donc non, là j'ai les 3 piliers, tu vois, famille, travail et sport, et les 3 je peux les faire au max, donc c'est très bien. Et donc vélo peut-être plus tard, et mal de mer j'espère le faire passer. Ils ont 80% de chances de réussite, donc j'espère ne pas faire partie des 20% qui restent malades après tout ça. Ce serait bien ma chance, moi qui suis poisseux en ce moment, je pourrais faire partie des 20%. Mais heureusement, j'ai pas le mal de mer. Dans tes prochains objectifs, donc on a dit mars, ce stage à Brest, mais au-delà de ça, quelles sont tes courses? Est-ce que tu les as déjà programmées? Tu nous as dit que tu t'étais pas fixé de délai, de date de péremption pour aller jusqu'au championnat du monde à Otilo. Donc si ça doit prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, fine. Donc toi, c'est quoi tes objectifs là, ton carnet de bord? Oui, carnet de bord. Alors, en fait, j'ai préparé je suis assez méticuleux dans la préparation de ce que je fais, et sur les courses pour l'an prochain, j'ai déjà listé celles que j'allais faire, et donc il y en a 4 qui vont démarrer avec Uto en Suède le 7 juin. Donc là, ça va être un petit 27 de course à pied et 5 de nage, avec un petit D+ à 130. Et tout l'été prochain, en fait, depuis juin jusqu'à Cannes en octobre, genre les 4 courses, et donc enchaîner sur ces différents swimruns, avec pour objectif d'avoir si possible fait passer le mal de mer. Ça sera pas disqualificatif. Si je l'ai encore, je concourrai quand même. 2, d'avoir trouvé un ou une binôme mixte pour justement nous préparer en vue j'espère des championnats du monde qui, même si je me fixe pas de date, j'aimerais y arriver le plus tôt possible. Donc si dès 2025 on a atteint assez de points, le but c'est d'arriver à les faire en 2026, c'est sûr. Donc je me mets pas une pression de malade en disant c'est ça ou c'est rien, mais je fais tout pour y arriver, pour que dès 2025 on ait assez de points pour aller atteindre le Graal, qui est d'aller faire Otilo en 2026. Ce serait vraiment le golden goal.
Bah écoute, c'est un beau projet. Donc toi qui aimes tout noter, qui est un homme de stats, qui est un homme de programmation, etc. C'est quoi la règle pour se qualifier au Tilo, pour mettre les points, pour gagner les points, qu'on soit en solo, en binôme mixte, en binôme pas mixte, parce que toi ton objectif, on l'aura bien compris, c'est de te qualifier et d'aller à Otilo, donc avec un binôme mixte. En revanche, d'ici les 4 prochaines courses, est-ce que tu peux concourir seul et faire des points pour cette qualification? Est-ce que tu peux concourir en binôme masculin et faire des points pour un binôme mixte? Enfin, comment ça marche? Oui, alors j'ai bien regardé toutes les règles qui étaient énoncées sur le site et j'ai même contacté les organisateurs pour préciser les points qui étaient pour moi pas assez clairs. Donc j'ai toutes les règles, je peux vous partager ça. En gros, t'as 2 types de courses qui donnent des points pour les championnats du monde. T'as les courses officielles, les World Series, pour lesquelles tu as les binômes hommes-femmes mixtes et solo hommes-femmes. Donc dans chacune de ces 5 catégories, pour chacune des courses, le premier binôme ou la première ou le premier en solo gagne 60 points. Numéro 2, 58 points. Numéro 3, 56. Et tu descends 2 points de moins à chaque fois en fonction de ton ordre, que tu sois en solo, homme, femme, mixte ou binôme. Et ensuite, tu peux gagner. Donc ça, c'est 60 points pour le ou les premiers. Tu as les Merit Race sur le format long qui sont validés par Otilo, mais là où le ou les premiers ont 30 points, donc 2 fois moins de points. Donc et c'est des courses qui sont souvent beaucoup plus longues. Typiquement, les Gorges du Verdon, au mois de mai, tu as 51 km de course à pied, 12 de nage, avec un gros D+, à presque 1900. Donc c'est... Et on le rappelle, le D+, il est uniquement sur la course à pied, parce que la natation, c'est plat. Donc les 1900, c'est que sur la course à pied. C'est pas ce que dirait un flat earther, mais oui, normalement, oui. Si tu crois que la Terre est ronde, ça reste plat, toujours. Donc ouais, donc là, non, la stratégie, c'est vraiment pour moi de miser sur les courses World Series. Et dans les faits, puisque ta question portait sur les règles, donc là, c'est sur l'attribution des points. Et en fait, à la fin de l'année, chacun des deux, donc tu postules à 2, en fin d'année, t'as dit, ok, j'ai tant de points, que j'ai fait tout seul ou à 2 et que tu peux avoir changé de binôme pendant l'année, ou concourir tout seul toute l'année et trouver une autre personne qui a été en solo ou en binôme. Tu dis, ok, à nous deux, on a tant de points, donc tu postules avec ton binôme pour les championnats du monde, et là, ils font la somme des 2 points que tu as pu gagner comme tu veux en binôme ou solo, et c'est ce binôme qui postule avec la somme de points qu'il a fait et qui te donne le droit de décrocher ta place pour le Tilo. Bon, alors si tu es en solo, ça se comprend assez bien. Donc si tu concours en solo sur des World Series, tu fais 60 points si tu es à chaque fois premier, ok, ça se comprend. Après tu candidates avec ton binôme, toi tu as fait 60, lui il a fait 60, on a 120 sur une course, ok. Mais si tu concours en binôme sur les World Series, comment ça se passe le split des points? Admettons on concourt tous les deux, on gagne à Cannes, on fait toi 60, moi 60, et donc après indépendamment on peut y aller, ou c'est 60 pour le binôme et après on split 30-30? Non, ça le fait 60 chacun, et donc tu peux ensuite utiliser tes 60 points pour aller avec une autre personne, par exemple, qui si la personne avec laquelle tu as concouru au début veut pas le faire ou est pas dispo par en vacances, non, tu gagnes, le binôme gagne 60 points chacun, et c'est à la fin de l'année tu accumules tous les points et une autre personne accumule aussi tous ses points, c'est la somme qui t'emmène. Et donc c'est sûr que les binômes femmes, c'est beaucoup plus simple d'y aller. Je regardais typiquement à titre indicatif sur les courses de 2024, t'as des courses où les femmes étaient que 11 à participer, donc même si tu finis dernier, tant que t'es dans les temps, en finissant 11e, t'as 40 points, et donc c'est comme t'as beaucoup plus de chances en étant soit en concourant, en gagnant des points en tant que femme et te mettant en binôme femme ou en binôme mixte. Et donc ça fait aussi partie de ma stratégie de dire j'ai beaucoup plus de chances d'atteindre mon objectif en étant en binôme mixte, donc voilà. Ouais, et potentiellement avec une femme qui a déjà 400 points et toi t'en as 60, à vous deux ça vous fait 460, plus que d'avoir le même nombre de points que la femme pour doubler les points dans le binôme, c'est ça? Oui, ensuite une course c'est quand même l'objectif il est double, c'est sûr oui. que c'est d'aller à l'Otilo, mais c'est de prendre du plaisir dans la course, et donc bien sûr. Une personne avec laquelle on est le même niveau, et donc pas forcément le même niveau aujourd'hui, mais que au regard de ce que pourraient nous dire nos entraîneurs respectifs, ou si on a le même, c'est ok, aujourd'hui vous êtes là, toi et lui ou toi et elle, là pour la course qui a lieu dans 6 mois, dans 9 mois ou pour les championnats du monde, votre marge de progression à tous les deux elle est là, et donc avec telle personne tu auras le même niveau dans 1 an par exemple. Et c'est ça le critère de recherche pour moi, c'est que c'est pas juste de trouver de soudoyer la championne du monde pour lui dire s'il te plaît mets-moi, gagne tous les points, et ensuite même si j'ai jamais rien gagné, aucun point, avec tous les points que tu auras accumulés on pourra gagner. Non, on pourra
participer, non, c'est pas le but. Le but, c'est de remporter ces points de manière fair. Donc, mettre toutes les chances de mon côté, mais ensuite de le faire de manière fair pour pouvoir être fier d'avoir décroché mon titre, et surtout qu'ensuite, pendant la course, on soit au même niveau et qu'on puisse courir ensemble, et qu'il n'y ait pas l'un des qui soit bien meilleur en natation ou en course à pied. C'est une course en binôme, mais c'est ça qui est sympa, c'est d'avoir quelqu'un à ton niveau. Ouais, mais tu vois, la question, je la posais parce que typiquement, si tu prends une course où il y a 11 femmes et en revanche, tu dois avoir 100 ou 200 hommes ou binôme hommes, donc potentiellement, même si vous avez le même niveau, le même niveau sportif, je veux dire, il y a plus de chances que la femme, elle, marque la totalité ou un petit peu moins de points, là où l'homme qui aura le même niveau que la femme sera au milieu ou en fin de classement et donc potentiellement marquera moins de points, tu vois. Parce que c'est sûr que si tu prends l'homme qui marque le top de points et la femme qui marque le top de points, il y aura quand même potentiellement un écart. Mais bon, écoute, c'est des petits points règlements qui, je pense, peuvent intéresser aussi notre audience. Et pour aller à Haut-Îlot, qu'on soit homme, binôme homme ou binôme femme, parce que tu l'as dit, ce n'est pas ouvert au solo. Et c'est combien de points en moyenne? J'imagine que c'est mouvant chaque année. C'est comme le marathon de New York. Au début, ils te disent que dans ta catégorie d'âge, tu peux y accéder à partir de... si tu fais moins de 2h30, puis en réalité, ça s'arrête à 2h07 parce que le quota est déjà rempli, quoi. C'est ça. J'ai regardé et d'après mes calculs sur 2023-2024, il faudrait avoir un total de 160 points. Avec un total pour le binôme à 160 points, je pense que tu te qualifies. Et donc, ça veut dire sur 4 courses, donc c'est ce que je visais, c'est d'arriver à finir en 21e position ou mieux sur chacune des 4 courses. Wow. On sent que t'es un homme de stats. J'aime bien, si possible, profiter de l'instant. Mais pour profiter de l'instant, il faut préparer en amont. Et donc, avoir bien regardé comment se déroule, quels sont les paramètres et comment optimiser tout ça. Écoute, c'était pas prévu, mais je te propose un petit instant promotionnel pour ta boîte parce que je t'avoue que j'ai pas tout compris à ce que vous faites. Donc, si tu peux, alors on sort du cadre sportif, quoique tu l'as dit, ça fait partie de tes 3 piliers. Le premier, c'est la famille, le deuxième, c'est le boulot, et le troisième, c'est le sport. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Merci beaucoup. Playruo, c'est une société que j'ai lancée il y a bientôt 3 ans avec des amis et d'anciens collègues. Et c'est une société qui bosse, on fait du B2B dans le jeu vidéo et en fait on permet de faire tester des jeux instantanément et pas n'importe quel jeu, des jeux PC ou des jeux console. On appelle ça des playable ads, donc des publicités à jouer. Ça existe déjà sur le téléphone portable. Tu vois souvent des pubs pour les petits jeux mobiles. Candy Crush ou autre, tu peux les essayer avant de les acheter. Mais il n'y avait pas de technologie qui permettait de le faire pour les jeux console et PC. Et donc c'est ce qu'on a développé au cours des dernières années et qu'on a lancé cet été, à l'été 2024. Et on signe des premiers beaux gros clients en ce moment. Donc rendre le jeu PC plus accessible dans sa découverte pour les joueurs. Ouais, écoute, super. J'ai 2 dernières questions qui sont toujours les mêmes, mes 2 petites questions signatures sur le podcast. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Alors même si tu n'es pas encore sur le triathlon, mais à ton avis, comment on fait pour devenir triathlète? Tu vois, si un jour j'arrive au triathlon, ça aurait été étape par étape, commencer par un sport, puis un autre. Et c'est vrai il y a plusieurs approches. Tu peux te dire, ok, j'ai envie de démarrer le triathlon, donc si je pars de zéro, je vais commencer à courir, à nager et à faire des sorties en vélo. Et petit à petit, je vais remonter les trois disciplines. Ou alors, ce qui m'arrivera peut-être un jour, de dire, ok, j'ai commencé par la course à pied, j'ai ajouté la natation avec des compétitions swimrun. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai plus de temps à consacrer à l'entraînement et donc je vais pouvoir ajouter le vélo, le cyclisme. Ouais, et puis après, c'est aussi parfois une question de load balancing. T'as déjà appris à courir et progresser en course à pied, t'as déjà appris à nager et progresser en natation, donc t'as pas forcément le même volume d'entraînement à mettre dans chacun de ces 2 sports-là pour pouvoir continuer à progresser ou si ce n'est progresser ou du moins garder le même niveau. Et donc ce temps, entre guillemets, d'économiser, tu peux le mettre sur une 3e discipline que serait l'apprentissage du cyclisme. Alors, je parle d'apprentissage, en général, on sait faire du vélo quand on est jeune, mais vraiment cyclisme au sens sportif du terme. Sportif, oui, absolument. Mais c'est sûr qu'ensuite, t'as la technique, mais ensuite t'as l'entraînement pour avoir la vitesse et l'endurance. Donc même si t'as couru pendant des années, si t'as mal couru, et d'ailleurs je veux pas casser tu verras si tu coupes cette partie ou pas, mais j'apprends beaucoup de choses en ce moment, notamment avec Christophe, et de se dire que le fait de s'entraîner comme ce qu'on faisait il y a 20 ans, faut juste courir le plus vite possible tout le temps, ça marche pas. En fait, il y a pas mal de choses à savoir, et notamment le fait d'avoir la plupart des entraînements avec un cardio à 140 qui te permet de développer tes capillaires. Et donc là, en moins de 5 mois avec Christophe, j'ai réussi à passer d'un niveau endurance fondamentale, donc je courais avec le cardio à 140, je courais à 6 minutes par kilomètre. Et là, en
en moins de 5 mois, je suis passé à 5,20. Donc tu vois, sur chaque kilomètre, j'ai gagné 40 secondes avec le même effort. Et c'est quand même ça, c'est génial. Et tu vois, il y a plein de petites choses comme ça que tu apprends en te renseignant sur les sujets. Et donc, oui, l'entraînement, c'est à la fois des compétences techniques, mais surtout beaucoup de temps pour avoir le cardio et la vitesse qui vont avec. Bien sûr. Écoute, Fergus, merci beaucoup pour cet échange super instructif, pas que au niveau sportif. La dernière question, tout simplement, où est-ce qu'on peut te suivre, t'encourager et puis entrer en contact avec toi si on est dans le monde de la tech, des jeux vidéo, ou tout simplement si on est potentiellement un ou une binôme pour faire du swimrun avec toi? Ça serait top, merci beaucoup. Bien sûr, LinkedIn, c'est mon réseau préféré pour communiquer, donc Fergus Leleu, Fergus, espace Leleu. Et je rebondis là-dessus sur les autres moyens de communication. Avec Christophe, on s'est dit qu'on allait créer une équipe une fois que j'aurais trouvé un ou une binôme mixte. Et donc, à partir de ce moment-là, on pourra chercher des sponsors. Et donc, pour ça, qui dit sponsor dit communication. Et donc, on pourra créer peut-être un Instagram ou autre pour pouvoir partager les progrès et se faire offrir toutes les courses et les équipements. Ça serait pas mal, parce que c'est quand même un budget de s'entraîner avec un gros niveau, à la fois sur pas tant le matériel, une fois que t'es équipé ça va, à part les chaussures qui tiennent pas plus de 2000 km, mais surtout les déplacements, tu vois. Surtout que moi je ne prends pas l'avion, je le prends que à titre professionnel, mais à titre perso je ne prends plus l'avion là depuis 2 ans, donc ça veut dire qu'aller en Suède, c'est du temps, et le train coûte beaucoup plus cher que l'avion, comme on le sait malheureusement. Et puis surtout quand on est entrepreneur, le temps c'est de l'argent, et si tu mets ce temps-là dans le sport, tu mets pas sur les 2 autres piliers que sont le travail et la famille. Tiens, je reviens un petit peu en arrière, mais sur la question de l'entraînement, si tu trouves un ou une binôme, un petit peu comme Christophe t'a pris en charge en étant séparé entre Paris et Aix, comment t'imagines la collaboration justement si c'est pas quelqu'un qui est en région parisienne comme toi, parce que le binôme c'est un sport qui se fait à 2. Alors après, à choisir, il y en a qui prennent la longe, il y en a qui la prennent pas, mais c'est aussi un sport de niveau où il y en a un ou une qui tire le partenaire à un moment, et puis souvent, notamment Hugo en parlait très bien, ça switch, surtout sur des distances aussi longues qu'Otilo. Il y en a un, quand il a un coup de moins bien, il va prendre la longe, il va se mettre devant et puis il va tirer l'autre, que ce soit en natation ou en course à pied, et puis après 10 km plus loin ça va être l'inverse. Donc comment t'imagines cette collaboration et puis cette symbiose avec ton binôme si vous êtes séparés pour de plusieurs dizaines, centaines, milliers, peut-être pas, de kilomètres pour l'entraînement? En fait, tu as 2 points. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, tu as énormément d'outils technologiques qui te permettent de suivre les progrès et le niveau des personnes. Tu vois, avec entre ta Garmin et un Strava ou un Olio, tu peux très bien savoir qu'est-ce que tu dois faire pour arriver au niveau de l'autre. Et ensuite, c'est là où tu as vraiment besoin d'être ensemble, c'est les transitions. Et tu vois, quand on voit des reportages sur l'Otilo, tu vois souvent des personnes qui sont à 2 dans 2 pays totalement différents, qui se rejoignent pour la course. Ils arrivent la veille et ils s'entraînent à faire quelques transitions ensemble, rentrer, sortir de l'eau, et le reste, ça reste une course plaisir. Donc oui, t'as de la performance, mais tu t'adaptes à l'autre pendant la course. Donc je pense que c'est sûr que c'est forcément plus simple de s'entraîner en étant dans la même ville ou dans la même région, mais si c'est pas le cas, c'est pas du tout un frein. La plupart des athlètes s'entraînent pas du tout ensemble. Des athlètes, attention, tu te définis comme un sportif du dimanche, pas comme un athlète. Ça sera peut-être un point d'attention sur votre collaboration, non? Oui, je te taquine. On est tous des athlètes au fond de nous, bien sûr. C'est un état d'esprit avant tout. Exactement. Écoute Fergus, merci encore. On te souhaite bonne continuation, bonne évolution vers cet objectif. Et puis on suivra ça de toute façon de manière très assidue. Et puis si vous faites de la com avec Christophe, si vous lancez des podcasts ou des mini-podcasts, ça me ferait plaisir de vous accompagner là-dessus. Génial, merci. Et merci beaucoup à toi, à la fois pour ton podcast et pour cette discussion. C'est toujours hyper sympa d'échanger ensemble. Donc merci beaucoup Herman. Bonne journée à tous. À bientôt. Ciao. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr.
Salut les sportifs.